Je suis chargé de recherche au CNRS. Je suis au LISIS, un laboratoire qui est aussi un laboratoire que vous connaissez peut-être parce qu'il y a pas mal de collègues INRAE. Euh, je vais vous présenter donc ce livre, hop, qui est ici à gauche, à la vie sociale des haies, enquête sur l'écologisation des mœurs. Et simplement, avant d'entrer dans le vif du sujet, pour vous donner un petit peu un rapide panorama de mes objets de recherche. Je travaille aussi sur les polices de l'environnement. On a fait un tout petit livre qui fait moins de 100 pages, qui a été publié en février 2024, l'année dernière, avec Rémi Rouméas et Robin Bazier sur le sujet. Et je travaille aussi sur les promesses autour de la séquestration du carbone dans les sols. Et j'ai travaillé là-dessus et je continue avec Antoine Doré qui est pas très loin dans la salle dans laquelle vous êtes à agir, dans l'équipe Odyssée, juste au-dessus de vous. Voilà un petit peu pour les objets qui m'intéressent. Et puis comme vous l'avez peut-être perçu, en fait la haie est partout, puisqu'elle n'est pas uniquement dans le livre qui est issu de ma thèse, mais aussi dans les sujets qui concernent les polices de l'environnement, parce qu'il y a des espèces protégées dans les haies qui peuvent être concernées donc par des procédures faites par des policiers de l'environnement. Et puis les haies séquestrent aussi du carbone et en partie dans le sol. Donc finalement, j'ai différents objets de recherche, mais une même obsession. Alors pourquoi j'en arrive à faire ce petit livre? En fait, j'ai pas choisi de travailler sur la haie par passion a priori pour elle. C'était plutôt une découverte au fur et à mesure d'une enquête. Les éleveurs que je rencontrais, c'était dans les Combrailles, donc en Auvergne, dans le Puy-de-Dôme et l'Allier, me parlaient régulièrement de contraintes qui pesaient sur eux à cause de la politique agricole commune. Et quand je leur demandais des exemples avec des relances, eh bien revenaient souvent les haies, puisque depuis 2015, on va fêter l'anniversaire de la règle le 24 avril prochain. Donc ce mois-ci, on fêtera les 10 ans d'une règle qui protège les haies dans la PAC, dans la conditionnalité. Je me suis dit que ça faisait un bon fil rouge pour aborder ces transformations de la politique agricole commune, de prendre les haies. Et puis deuxième énigme, qui est sûrement une énigme que vous partagez, c'est le fait que depuis les années 70, il y a des politiques qui se mettent en place pour préserver les haies. Vous avez un exemple encore plus récent avec la règle que j'évoquais il y a 10 ans, et pourtant on perd plus de haies aujourd'hui qu'avant. Les chiffres qu'on a, c'est donc 20 000 kilomètres de pertes nettes par an entre 2017 et 2021, contre environ 10 000 entre 2006 et 2014, donc soit deux fois plus. Ce qui est étonnant, parce qu'il y a une forme de consensus autour de l'objet haie, y compris au niveau politique à certains égards, et pourtant on continue d'en perdre. Norbert Elias, alors pour celles et ceux qui sont pas sociologues, le sous-titre du livre, L'écologisation des mœurs, est un clin d'œil appuyé à Norbert Elias, qui est un sociologue allemand et qui a travaillé sur le processus de civilisation des mœurs. Et l'objectif, c'est d'essayer, modestement à ma façon, d'essayer de reprendre son geste, où lui analysait des petites choses qui avaient l'air anodines, comme par exemple la manière de se moucher, d'utiliser une fourchette ou non, de se coucher, de dormir et de lier ça à des grands mécanismes socio-historiques. Lui, la civilisation, et moi, en ce qui me concerne, l'écologisation. De quoi s'agit-il? C'est l'intégration de critères environnementaux dans des politiques dans des politiques qui ne sont pas environnementales à première vue, les transports, la santé, la culture, l'agriculture, l'éducation. Et puis d'interroger ça au-delà des textes de loi, est-ce qu'il y a des transformations qui affectent les manières de vivre? Les sources que j'utilise dans le livre sont principalement celles que j'ai utilisées dans ma thèse, où dans ma thèse, je faisais l'analyse de cette fameuse règle de protection des haies dans la PAC. Donc des entretiens avec des agriculteurs, des administrations, des intermédiaires que sont des associations, des chambres d'agriculture, des fédérations de chasseurs, et puis des situations de travail qui ont été observées notamment de travail administratif. Vous verrez pourquoi, des archives et puis quelques questionnaires aussi à destination des structures intermédiaires entre les agriculteurs et leurs administrations. Et dans le livre aussi, contrairement à la thèse, ou plus que dans la thèse, j'essaye de m'appuyer sur un ensemble de publications auxquelles vous avez participé d'ailleurs, donc en sciences du paysage, en écologie du paysage, mais aussi dans d'autres types de formats, par exemple des romans qui parlent des haies, il y en a beaucoup, y compris de la littérature pour enfants, la presse. Donc j'essaie de faire une place à ces types de productions culturelles aussi. L'objectif du livre, il est triple en quelque sorte. Le premier, on va dire d'un point de vue épistémologique, donc de porter de la connaissance, philosophie du savoir, c'est d'essayer de tenir ensemble le micro et le macro. Donc d'essayer de montrer que le minuscule contient le majuscule et qu'en traitant un petit objet, a priori, puisque vous savez, vous, en tant que spécialiste, que les haies ne sont absolument pas un petit objet, eh bien on peut rencontrer des choses qui sont des mécanismes plus généraux
Deuxièmement, d'essayer de proposer en sociologie une sorte de manuel expérimental sur les façons dont on peut se saisir d'objets environnementaux, puisque ça va pas forcément de soi de faire de la sociologie des haies. Et puis troisièmement, ça aussi, le fait de faire un livre, parce que sur les thématiques environnementales, si vous allez en librairie, faites l'expérience, vous allez croiser de nombreux livres qui sont souvent issus de la philosophie et qui sont intéressants et très utiles, qui proposent de repenser des concepts, de transformer notre sensibilité au vivant. Des choses urgentes, mais qui sont souvent sur un ton normatif. Et donc là, l'objectif, c'est d'avoir une enquête et de montrer qu'on peut aussi analyser les enjeux environnementaux avec des lunettes de sciences sociales qui soient pas directement dans du plaidoyer, du pamphlet ou un manifeste. Très concrètement, j'ai essayé de saisir ce processus d'écologisation, donc de transformation des politiques publiques, mais aussi des manières de vivre en lien avec l'environnement en saisissant les requalifications qui visent les haies. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? C'est les changements de valeur qui sont donnés aux haies. Ça peut passer par des textes de droit. Voilà, dans les années 50, on a un décret, par exemple, qui dit en 55 que les haies font partie des obstacles à l'utilisation rationnelle du sol. Ça peut être des extraits d'entretien, par exemple l'émotion d'un éleveur qui voit d'un très mauvais œil que les haies soient protégées parce que ça l'empêche d'agrandir ses parcelles comme il le voulait. Ça peut être des seuils cartographiques à partir desquels on considère que on a une haie et à partir au-delà de ce seuil, on a une autre entité du paysage. Ça peut être des questions économiques aussi, des valeurs qui sont accordées à ces haies. Ça peut être donc écrit ou oral, ça peut être formel ou informel, et j'essaye de rassembler ces différentes requalifications des haies via des dimensions. Et donc ces dimensions, bah, c'est ce qui me donne mes chapitres. Donc il y en a 8. J'essaye de voir comment dans le temps on essaye de requalifier ces haies-là, en discutant notamment l'histoire des remembrements. Deuxièmement, en montrant bien que ce qu'on appelle le bocage, en fait, renvoie à une forme très particulière de territoire et de paysage, et que c'est absolument pas la campagne en général, comme on l'entend parfois, qui est une notion d'échelle qui est très importante. Le troisième chapitre, lui, se concentre sur les dimensions économiques, toutes les fonctions qu'avaient les haies dans l'économie paysanne du 19e siècle, et puis qui, au fur et à mesure de l'évolution des techniques et de l'allongement des circuits économiques, ça se transforme ou tombe en désuétude jusqu'à aujourd'hui et les questionnements sur le bois énergie, par exemple. Quatrièmement, je regarde la haie comme proxy pour comprendre divers groupes sociaux, en montrant que la manière dont on perçoit les arbres peut être aussi liée à sa position sociale et que, en regardant de près les canons esthétiques avec lesquels on regarde ces buissons, on peut en déduire des informations sur les mouvements de différents groupes sociaux et sur l'architecture de la société. Les deux chapitres savoir et technique, c'est ceux que je vais vous présenter rapidement aujourd'hui, donc j'en dis pas plus. Et puis je termine le livre sur une analyse des politiques autour de la haie, très actuelle, puisque les mobilisations agricoles de 2024 ont fait la part belle aussi à ce sujet des haies. Et un dernier chapitre sur la réflexivité, c'est-à-dire comment je me positionne par rapport à mon objet d'étude, comment ce que j'ai pu montrer a été ou non recueilli par différents types d'acteurs et comment, in fine, je fais aussi, bon gré mal gré, partie de ce que j'essaye d'étudier. Si on regarde donc les savoirs sur les haies, on pourrait partir, j'ai axé là-dessus en me disant que c'est peut-être ce qui vous intéresserait le plus à Dinafor. On pourrait partir d'une idée assez simple selon laquelle on a des sciences qui produisent des résultats et une fois qu'on a ces résultats bien stabilisés, ils passent dans des textes de loi qui essayent d'orienter la politique vers des directions qui s'appuient sur ces résultats objectifs. Et on a cette idée assez clairement démontrée, en tout cas on a cette impression si on regarde un peu la frise chronologique des différents travaux sur les haies et des différentes lois qui réglementent les usages qu'on a de ces haies. En 76, il y a le premier colloque à Rennes, la table ronde bocage, les bocages histoire, économie, écologie, qui rassemble des dizaines de spécialistes, et puis c'est la loi aussi qui est passée cette année-là de protection du paysage, protection de la nature. En 93, il y a une loi de protection des paysages et la même année est lancé un grand programme de recherche par Jacques Baudry aussi qui aboutira à de la haie au bocage en 2004. En 2007, il y a le Grenelle de l'environnement qui consacre les haies en tant que trame verte et puis trame bleue pour les ripisylves.
Et la même année aussi, on a un livre très important en sciences sociales, Bocage et société, qui montre que les haies sont aussi évidemment un enjeu de société qui peut être saisi par des historiennes, par des géographes, par des sociologues, par des économistes. Et on aboutirait, là, il y a 10 ans, à la protection des haies dans la PAC, et la progression qui est assez claire. C'est qu'on part sur une loi de protection de la nature et on arrive au cœur de la politique agricole. Le premier pilier de la PAC, plus exactement la conditionnalité, donc qui concerne aussi le premier pilier. Bref, des pans du droit qui sont normalement dévolus à l'activité productive et à son soutien. Et là, on a des critères environnementaux qui arrivent. Donc on a l'impression d'une sorte presque de sens de l'histoire. Euh, et de perpétuelle prise en compte et amélioration de la prise en compte des sciences dans l'écriture du droit de l'environnement. Sauf que c'est pas comme ça que les choses se sont passées si on regarde là non plus le droit une fois qu'il est fait, mais tel qu'il s'est fait, avec les rebondissements qui vont avec, et les contraintes et les contingences qui ont accompagné son déploiement. Si on regarde la protection des haies donc en 2015, tout a commencé par une amende de l'Union européenne. Alors en réalité, on parle d'un refus d'appurement, c'est-à-dire le fait que l'Europe ne rembourse pas une grande partie des aides que la France a versées à ses agriculteurs. Pourquoi? Parce qu'à la suite d'un audit sur les années 2008-2012, la Commission européenne a établi que la France avait versé des aides aux agriculteurs français de façon indue. Là, vous avez sous les yeux le registre parcellaire graphique, la carte à partir de laquelle donc on calcule ces aides, et la Commission a estimé après un audit qu'il y avait des surfaces qui étaient par exemple des routes, des bâtiments, des forêts, qui avaient été numérisées, cartographiées, catégorisées comme des zones agricoles et donc payées à des agriculteurs. Ce qui fait que les contribuables français et l'État ont dû payer 1 milliard d'euros qui n'étaient donc pas apurés, remboursés par l'Europe. Face à cela, vous pouvez vous dire, mais quel rapport avec les haies? Eh bien, en fait, une décision très importante qui est dans ce schéma-là que j'ai trouvé dans les archives du ministère. Ce qui est très important sur l'image, là, c'est ce qu'il y a à droite, et vous voyez qui est écrit haies en dehors de l'îlot. Et c'est là que c'est une innovation majeure, puisque le ministère, là, à l'automne 2014, propose un changement très important dans la manière de concevoir les haies parce qu'il s'agit de les rendre non admissibles, non éligibles, c'est-à-dire de les sortir de la surface agricole payée dans laquelle elles étaient depuis 2006. Or, face à ça, il y a un front commun qui se dessine entre d'un côté les professionnels agricoles, donc les quatre syndicats, hein, la FNSEA, la Coordination rurale, les jeunes agriculteurs et la Confédération paysanne, les quatre, qui vont dire, écoutez, si vous faites ça, eh bien, c'est simple, nous on perd des aides, donc ça ne nous intéresse pas. Et ils sont rejoints dans cette lutte par ce que j'appelais tout à l'heure les intermédiaires, donc des professionnels du bocage, des techniciens, des conseillers, des conseillères, qui sont dans des chambres d'agriculture, mais surtout dans des bassins versants, des syndicats de bassins versants, des associations environnementales, des fédérations de chasseurs qui sont fédérées par, à l'époque, la FAC agroforesterie qui s'appelle maintenant Réseau Haie France, et qui disent, écoutez, monsieur le ministre, si vous faites ça, les agriculteurs vont être tentés de supprimer des haies pour récupérer les aides qui vont avec et la surface donc qui vont avec. Ce qui fait que le 1er décembre 2014, alors même que Stéphane Le Foll lance le plan, la première journée d'agroforesterie, de plan de l'agroforesterie, eh bien, il fait machine arrière et il décide de conserver les haies comme des surfaces admissibles et, pour justifier cette décision aux yeux de l'Union européenne, de les protéger. Et c'est donc pour cette raison que les haies sont protégées. Donc on voit que c'est un choix s'appuie sur un ensemble de facteurs hétérogènes avec de la politique, un contexte d'urgence puisque c'est décidé fin 2014, alors pour la PAC qui va être mise en œuvre en 2015, sur fond de discussions budgétaires et où les haies font office d'une variable d'ajustement alors même qu'on est en plein dans la politique agroécologique qui démarque la présence de Stéphane Le Foll au ministère de l'Agriculture. Et à ce moment-là, le front commun que je vous ai décrit entre les syndicats agricoles et les professionnels du bocage se fissure sur la définition de la haie, puisque les premiers syndicats agricoles vont dire qu'il faut avoir une définition la plus restrictive possible pour ne pas être contraint par cette réglementation. Et les autres disent le bocage français est très diversifié, donc on a intérêt à avoir une définition qui soit la plus large possible.
voilà à quoi ça ressemble dans les discussions. À gauche, vous avez les photos envoyées et légendées par la fac agroforesterie. Donc là, la qualification de la haie, dont je vous parlais tout à l'heure, elle saute aux yeux. Donc vous avez par exemple haie de cépées d'arbres et d'arbustes après sélection et recépage. Et à droite, vous avez les slides du ministère de l'Agriculture que j'ai mis en parallèle et qui dit c'est une haie. Haie de futaie, ce n'est pas une haie. Alignement de frêne tétard dans le marais Poitevin, c'est une haie. Et donc là, on pourrait faire l'expérience et je pourrais vous demander, à votre avis, quelle est la différence entre haie ou non-haie ici. Et le critère, c'est le fait d'avoir un élément de strate arbustive continue entre les arbres ou sans arbres, il faut qu'il y ait du ligneux continu. C'est ça le critère qui est décidé. Et en fait, ce critère est retenu par le ministère parce qu'il permet de faire un compromis entre les deux groupes d'acteurs que je vous ai présentés, syndicats agricoles professionnels du bocage, et de laisser en dehors ce qu'on voit dans ce schéma. Ce qu'il faut juste regarder, c'est arbres alignés en dessous de haies. Il y a un certain nombre de formations arborées qui peuvent être incluses dans la définition de la haie, mais les arbres alignés, eux, qui n'auraient pas de strates ligneuses entre eux, sont exclus de la définition. Et ensuite, parce que je sais que c'est aussi au cœur de certaines recherches, et notamment celle de David Cheren, avec qui j'ai pu échanger par mail, à Dinafor, mais il a fallu cartographier tout ça, essayer de numériser ce bocage du fait, comme vous le savez, de la refonte de ce registre parcellaire graphique pour se mettre aussi en ordre par rapport aux récriminations et aux sanctions imposées par la Commission européenne, à juste titre. Donc, 2014-2017, François Hollande parle d'un énorme chantier, un énorme chantier numérique pour cartographier ces haies, parce que si auparavant on cartographiait déjà bien les parcelles agricoles, le fait de numériser à la haie près, voire à l'arbre ou au mar, au fossé, au cours d'eau, euh, à- au mur non maçonné traditionnel en pierre près, ça fait beaucoup. Donc c'est confié à l'hygiène, qui envoie ça à des prestataires. Et en fait, la plupart des prestataires sont en Tunisie, en Roumanie et en Inde. Ça a été fait par des personnes à la main, contrairement à tout un ensemble de promesses qu'on trouve depuis les années 70 et la table ronde dont je parlais tout à l'heure, où dès le départ, dans les recherches sur le bocage, il y a des spécialistes en télédétection qui mettent en avant le fait que bientôt, ça y est, sur le mode de l'imminence, on va pouvoir automatiser le traitement des images et se passer de la laborieuse et fastidieuse photo-interprétation que nenni en fait en 2014 et 2017 sur cette période-là. Ça a été bien fait à la main et c'est pour cette raison-là que les aides ont été versées avec retard à l'époque et que ça a affecté principalement les aides de la bio, puisque ça a été réglé après les aides majoritaires du ce qu'on appelle le premier pilier dans la PAC, alors même qu'on parlait de verdissement, d'où l'intérêt de regarder de très près la mise en œuvre des politiques agricoles et environnementales et pas uniquement ce qu'il y a dans les textes. Si on zoome un peu justement sur cette activité, à quoi ça ressemblait? Donc là, on est dans des administrations déconcentrées qui ont fait ce travail-là, qui embauchaient des personnes en vacataire pour faire ce travail. Donc là, vous avez un élément du paysage. Voilà, travaux pratiques, mesdames et messieurs. Il faut que vous décidiez s'il s'agit d'une haie ou s'il s'agit d'arbres alignés. Et donc, si vous vous souvenez de la définition précédemment évoquée, il faut savoir s'il y a donc une strate arbustive ou ligneuse continue sous les arbres qu'on voit, sauf que comme vous le percevez sur l'image, on a uniquement des couronnes d'arbres contigus qui se touchent, donc c'est pas évident, on ne sait pas en fait ce qu'il y a dessous. Et chacun développait des petites techniques pour pouvoir y répondre. Euh, Par exemple, j'ai été allé observer aussi des déclarations PAC, donc le moment annuel où les agriculteurs déclarent ce qu'ils ont de manière graphique pour percevoir les aides en fonction. Ils sont souvent accompagnés par des conseillers comme des comptables ou des techniciens agricoles à ce moment-là. Et une des questions, c'était est-ce que c'est une haie ou des arbres alignés, et la personne pouvait demander à l'agriculteur quelle est la différence, et les techniciens lui répondent, bah, si c'est des arbres alignés, t'es tranquille, si c'est une haie, tu vas être embêté. Donc là, le choix était assez facile de dire bah, c'est des arbres alignés, d'autant que sur l'image, on peut pas voir la différence. Et pour les vacataires photo-interprètes dans l'administration, bah, eux, il y en a certains, par exemple, qui allaient sur Google Street View et qui disaient, ah bah voilà, sur cette haie-là, vous avez de la chance, parce qu'à proximité, passer une route, on voit qu'en effet, c'est buissonnant, qu'on pourrait pas traverser à pied facilement et que donc on a affaire à une haie et pas à des arbres alignés. Et je précise que les arbres alignés aussi sont admissibles, c'est-à-dire qu'ils sont aussi payés, qu'on voit vraiment la trace dans les définitions des rapports de force politique, puisqu'il s'agit pas de dire qu'on enlève des aides avec les arbres alignés.
quels effets en fait de cette infrastructure numérique? Pour le comprendre, je suis revenu à un papier que je trouve fascinant de Pierre Lascoum et Jean-Pierre Le Bouis, qui s'appelle Des passe-droits aux passes du droit et qui montre, à la fin des années 90, que dans l'application des politiques de l'eau, eh bien, parfois il fallait se défaire d'une vision, on va dire, bourdieusienne. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que des personnes arrivent à échapper à la loi parce qu'ils ont des relations, ce qu'on appelle un capital social, qu'ils utilisent pour peser sur les administrations et ne pas faire appliquer des sanctions qui les viseraient. Et eux montrent qu'en fait, cette logique de passe-droit, quand on regarde le droit de l'environnement, parfois il n'y en a même pas besoin et qu'en fait on a à la place de passe-droit des passes du droit, c'est-à-dire des pans entiers de la réglementation qui ne sont pas appliqués. Et que, par conséquent, il n'y a pas besoin de passe-droit. Et avec Jeanne-Louis, qui est une collègue, on a développé en même temps sur des objets différents mais toujours agricoles, cette idée de passe-droit numérique de passe du droit numérique, pardon, des passes numériques. Pourquoi? C'est-à-dire, en fait, où le numérique, plutôt que de rendre service, contrairement à ce qu'on pourrait penser en se disant, bah, finalement, c'est assez exhaustif, donc on peut protéger le paysage. Là, c'est l'inverse. Je vais vous donner un exemple. En plus de l'exemple des arbres alignés, puisque du coup, vous pouvez déclarer qu'il s'agit d'arbres alignés et supprimer le linéaire sans être concerné par la règle, quand bien même il pourrait s'agir objectivement de ce qui correspondrait à une haie sur le terrain. Là, c'est des images qui sont pas dans le livre que j'ai eu au mois de janvier dans le cadre d'un séminaire sur justement l'application du droit. On est en Bretagne. Là, on est en 2015. En vert sont matérialisés les haies qui sont cartographiées dans la PAC. En bleu, les cours d'eau. Donc, on va faire un bond de 6 ans dans le temps. Mettez votre ceinture, attention. Hop, on passe en 2021. Je vais le repasser dans un sens et dans l'autre. Comme ça, vous voyez un peu à quoi ça correspond. Et en fait, on voit très bien que il y a des haies qui n'étaient pas numérisées et qui ont été supprimées. Donc ça, ce sont des haies qui ne sont pas concernées par la mise en œuvre de la règle. Donc moi, j'avais fait des entretiens avec les différents organismes chargés du contrôle et qui me disaient, voilà, du moment que c'est pas numérisé, pour nous, ça n'existe pas parce qu'on considère que l'agriculteur n'a pas la maîtrise du linéaire. Et puis ce que vous voyez aussi clairement, c'est qu'il y a des haies qui sont numérisées et qui, ben, pour autant, ne donnent pas lieu à de sanctions, de procédures ou de rappel à la réglementation. Et c'est d'ailleurs pour ça que le fonctionnaire qui présentait ces images les avait choisies, parce que ça faisait à peu près 8 ans qu'il travaillait dans un service qui traite entre autres de ce sujet-là du bocage, et que là, il nous présentait ça en disant, bah, vous voyez, lors des mobilisations agricoles, ont été mises en avant les 14 réglementations qui pèsent sur les haies. Bah là, en fait, en l'occurrence, il n'y en a aucune qui peut s'appliquer. Et donc, c'est une des raisons qui fait que cette personne quittait son poste au bout de 8 ans parce qu'elle voyait qu'elle ne pouvait pas agir. Euh, et donc, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, là, on voit il y a un suivi. Alors, on pourra, si vous voulez, évoquer l'ensemble des raisons qui font que, y compris quand il y a une numérisation des haies, il n'y a pas forcément de suite derrière. Ça tient à des raisons de recrutement de dossiers et puis des raisons aussi politiques d'application de la loi dès lors qu'elle peut aller à l'encontre de certains intérêts de groupes institués, y compris de groupes économiques. Conclusion générale, revenons quand même un peu à Norbert Elias. Après, je ne doute pas qu'on replongera dans le détail, puisque vous êtes des fins connaisseurs de l'écologie du paysage. Le processus de civilisation pour Norbert Elias, c'est pas un processus qui a pour moteur une bonté intrinsèque de l'être humain. Le processus de civilisation, donc ça consiste en fait à s'auto-contrôler. Lui, il l'analyse comme une transformation des comportements dans une configuration sociale qui change. Pourquoi elle change cette configuration sociale? Parce que on est de plus en plus, au fur et à mesure de la période qu'il étudie, qui va à peu près du Moyen Âge jusqu'au XXe siècle, on est dans des sociétés qui sont de plus en plus subdivisées, avec une division du travail qui progresse, ce qui fait qu'on est interdépendants les uns des autres pour se loger, pour se nourrir, pour se vêtir, pour se soigner, pour s'instruire, pour se divertir. La liste est très longue et que, prenant conscience ou de manière inconsciente aussi de cette interdépendance, eh bien, on en vient à limiter l'agressivité qu'on a de façon à modérer le mal qu'on peut faire à autrui parce qu'on sait qu'on dépend de lui. C'est ça en fait le moteur chez Elias, c'est donc la structure sociale, la forme de la société, qui fait qu'on est amené de plus en plus à s'autocontrôler, et ça passe par de l'éducation, ça passe par cette transmission générationnelle où chaque génération, il y a un petit peu de changement, et bien sûr ça peut revenir en arrière, c'est pas linéaire,
On peut prendre un exemple sur la place des enfants, par exemple. Aujourd'hui, les violences sont un vrai sujet, alors qu'il y a encore quelques temps, ça n'était absolument pas, ou beaucoup moins. Et sur le processus de civilisation, est-ce que c'est la même chose? Et bien justement, on pourrait questionner ce lien avec la division sociale du travail, le rapporter aussi à la géographie, parce que là, comme vous l'avez vu, je parle de haies agricoles, et l'espace agricole en France, c'est 52% du territoire. Les agriculteurs exploitants, c'est moins de 2% de la population, et pas de la population générale, mais de la population active. Et c'est un groupe social qui ne cesse de diminuer. Entre 2010 et 2020, il y a eu moins 20% d'agriculteurs, ça, c'est une moyenne. Si on regarde les éleveurs, alors pourquoi on regarde les éleveurs? Parce que sur les images qu'on a là, on voit bien que les petites parcelles vertes qui étaient en fait des prairies en bord de cours d'eau, qui étaient peut-être aussi en partie des zones humides, bah, sont celles qui sont intégrées à des parcelles plus grandes et qui deviennent des terres arables. Eh bien, c'est là qu'il faut regarder la démographie et l'évolution démographique de l'élevage. Eux, c'est 38% de moins sur la période 2010-2020. Là, on parle pas des années 70, on parle vraiment du passé extrêmement récent. Et d'ailleurs, ça continue aujourd'hui, ce qui veut dire que là où il y avait 5 éleveurs dans un canton en 2010, bah, il n'y en avait plus que 3 en 2020. La taille des exploitations augmente, ce qui fait que ça fait potentiellement plus de haies aussi à entretenir pour les agriculteurs qui en héritent, et moins de temps pour le faire puisque l'exploitation est plus grande, ce qui fait qu'on peut comprendre pourquoi il y a plus de haies potentiellement par exploitant, et pourtant moins de haies aussi au niveau national. Ce qui fait que, pour conclure, on peut se demander si cette division sociale du travail, là, sur l'écologisation, eh bien, elle rencontre pas ses limites si on voulait orienter le processus vers sa réalisation plus concrète et plus pertinente et cohérente, dans le sens où on demande à moins de 2% de la population active de travailler plus de 52% du territoire national, de le travailler pour produire, pour se nourrir, de travailler pour produire ou surproduire pour exporter et conserver une place dans des luttes internationales sur les marchés. Et puis troisièmement, un double enjeu massif qui est dans la charte de l'environnement, c'est l'article 2. Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement, c'est-à-dire préserver et améliorer 52% du territoire national. Donc, la conclusion du livre se termine sur cette analyse en disant, bah, finalement, quand on parle d'environnement, on parle souvent de préoccupation, d'inquiétude, de prise de conscience, et il faut peut-être aussi interroger plus directement la division sociale du travail et se demander qui s'en préoccupe, mais aussi centralement qui s'en occupe, sachant qu'on pourra vraisemblablement pas donc répondre à l'érosion du linéaire de M aussi et d'autres problématiques environnementales, sans prendre en compte le fait de l'érosion de la démographie agricole. Merci beaucoup pour votre attention.